Alors, c'était le docteur Ève Leblanc qui devait animer cette deuxième table ronde et qui, pour des raisons de santé, ne peut pas être là. Et elle m'a demandé au pied levé de la remplacer. Sur un sujet qui nous concerne de plus en plus, pour exemple, sur notre équipe à Sainte-Anne, on a doublé notre file active uniquement par l'activité auprès des migrants. Donc on change et on évolue au niveau des pratiques et des publics. Alors, avant de donner la parole à la salle et de voir quelles questions vont émerger, je propose à Anna Marquez, qui fait partie de la PASEPSI de Villévrard, de nous dire quelques mots introductifs un peu et pour dresser le décor. Alors, je ne sais pas si je vais... bonjour tout le monde, merci Alain de m'avoir invité. Je ne sais pas si je vais vraiment dresser le décor. Donc, dans le 93, on a 5 équipes mobiles et une passe. Et donc, je travaille pour un temps au DIM, je suis sociologue, donc je fais des études sur différents thèmes, et en particulier sur les questions de psychiatrie précarité. J'ai un temps sur la passe. Donc ce que j'avais pensé, juste pour lancer le débat, et comme le thème était les questions d'évolution au sein des équipes mobiles, j'avais pensé juste de vous parler un petit peu de ce projet qui n'est pas complètement placé au sein des équipes mobiles ni de la PAS, puisque c'était une expérimentation, mais qui a transité, voilà, c'était une demande initialement adressée aux équipes mobiles, de présenter un projet pour prendre la prise en charge des demandeurs d'asile. Et comme vous savez, on a vu un peu les CADA, comme les gens y restent plus de 3 mois, on pourrait imaginer que ça relève du secteur, parce que c'est des gens qui sont pendant plus de 3 mois. Mais voilà, donc ça rentre. Moi, contrairement à ce qui a été fait ce matin, où les gens étaient très sûrs de ce que c'est que le droit commun et ce qui est pour nous, ce qui n'est pas pour nous. Moi, je suis sociologue, donc je vais plutôt essayer d'amener des éléments de réflexion et de poser des questions. Alors, notre projet, qui s'appelle FASDA, Faciliter l'accès aux soins pour les demandeurs d'asile, il est parti d'un constat qu'il y a un certain nombre de situations où on va rester. Est-ce que ça relève de la santé mentale, mais est-ce que c'est psy ou pas psy? Et c'est comme s'il n'y avait pas d'autre alternative. Soit on va dire que c'est psychiatrique et c'est le CMP, traitement ou l'équipe mobile, bref. Ou alors, ce n'est pas de la psychiatrie. Alors, il y a un tas de choses où on peut proposer autre chose, et c'est ce que nous proposons de ce projet sur la fonction d'étayage. Donc il va y avoir une partie faciliter l'accès aux soins, donc en partenariat dans la réflexion du projet avec les équipes mobiles, mais il y a surtout, ce qui est important pour nous, c'est la question de l'étayage qui permet, quelqu'un a dit tout à l'heure, qui rentrerait éventuellement dans une logique plutôt de promotion de la santé, de prévention, où il n'est pas question de déjà repérer qui a des troubles plus ou moins avérés et définis. Il s'agit de prendre ensemble une population en situation de fragilité, qui là, pour le coup, c'est des migrants, mais ça pourrait être des femmes victimes de violences, c'est des personnes qui sont à la rue. Moi, je pense qu'on a raté la première opportunité pour la psychiatrie de réfléchir à ces façons de travailler l'aspect prévention qui est bien prévu pour le secteur, mais qu'on n'arrive pas à trop bien faire. La population sans abri a offert à la psychiatrie cette opportunité de réfléchir à cette question. On a raté le train il y a 20 ans. Donc on continue en tant qu'équipe mobile à essayer de poser cette question. Je suis une rescapée des équipes mobiles de Paris. Et donc ça fait 20 ans qu'on est dans la discussion. Et donc la population migrante vient avec une couche supplémentaire de complexité dans les situations, nous poser ces questions. Mais comment on fait? On va rester dans cette question, c'est psy, c'est pour nous, c'est pas psy, c'est pour eux. Quand est-ce qu'on va vraiment penser à une autre façon de faire? Donc, on fait des formations pour les équipes du social, pour les équipes de la psychiatrie sur ces questions de prise en charge de cette population. Et puis, surtout, on fait des permanences et ce sont des ergothérapeutes. Donc, il y aura une ergothérapeute tout à l'heure. Je ne sais pas comment elle est. Je suis en contact par mail, mais je n'ai jamais rencontré la collègue ergo qui travaille en équipe mobile. Bonjour. Et donc là, on a mis 2 ergothérapeutes à faire des permanences dans 3 CADA HUDA. Mais je ne vais pas continuer à développer. Je vais laisser plutôt... Je développe plus ou je laisse la parole Je peux? D'accord. Tu me coupes alors
j'obéis au chef. Donc, ils font des permanences d'une demi... Enfin, c'est très inspiré des équipes mobiles, c'est pas la peine de réinventer l'eau tiède. Mais vous allez me dire ce que vous en pensez. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on le présente. C'est pas pour dire voilà ce qu'il faut faire, mais c'est surtout pour avoir votre tour. Donc, ces ergothérapeutes, ils rencontrent à la fois les professionnels de ces centres, et vous connaissez le turnover, vous connaissez le fait qu'ils ne sont pas formés, ils ne connaissent pas le dispositif, ils ne savent pas orienter parce qu'ils ne comprennent rien au secteur, mais ils ne comprennent pas non plus à qui ils doivent adresser, même pour des problèmes somatiques, pour un renouvellement d'ordonnance. Enfin, dans les structures où nous sommes, il doit certainement avoir d'autres façons de faire, mais c'est vrai que c'est des gens qui font, soit ils ont fait sciences politiques, soit ils sont formés par leur fiche de paye qui dit qu'ils sont professionnels, n'ayant aucun diplôme. Voilà, il y a quelques éducateurs spécialisés, mais c'est rare. Donc voilà, comment on va pouvoir travailler avec ces gens qui, en plus, une fois qu'on leur a expliqué, plus vite qu'ailleurs d'ailleurs, une fois qu'on leur a expliqué le truc, ils sont déjà passés. C'est des contrats de 6 mois, maximum 1 an, ce qu'on voit dans nos centres, dans les centres de l'expérimentation. Donc, vous voyez que c'est quand même un peu compliqué. J'ai l'impression, encore plus que ce que j'ai vu en travaillant en équipe mobile dans ces structures. Alors, donc le public cible, c'est comme pour les équipes mobiles, des résidents et des professionnels, sauf que le mode d'intervention, au lieu de prendre les situations individuelles, on prend le collectif. C'est l'entrée par le collectif. Et après, évidemment, on va aller rencontrer la question de chacun. Mais c'est une prise en charge, donc, comme dans la logique de la promotion de la santé, c'est le collectif qui est pris en charge dans la fragilité qui est celle de ce collectif-là. Et après, on va voir le projet de chacun, comment on va faire pour les étayer. L'accès aux soins en étant un des éléments parmi tant d'autres. Ça peut être l'accès à autre chose, à la culture, par exemple, qui est un grand levier, l'accès à l'école de leurs enfants quand il y a des familles. Alors, la problématique, elle se pose, et pourquoi des ergothérapeutes surtout? La problématique pour ces gens qui ne peuvent pas avoir une activité, même si certains ont un boulot au noir, mais c'est des gens à qui on dit vous ne pouvez rien faire, vous n'avez le droit de rien faire d'autre que d'attendre. Donc vous connaissez cette histoire de dire c'est un colis en souffrance comme à la poste, c'est des gens qui ne peuvent rien faire. L'ergothérapeute étant le professionnel qui peut intervenir par le faire significatif, enfin, la fonction humaine première qui est d'intervenir et d'agir dans le monde, ces gens qui ne peuvent plus, qui ne sont plus autre chose que demandeurs d'asile, parce qu'ils ne sont plus le fils de, le mari de, le président du club de pétanque, enfin, tous les supports identitaires qu'ils avaient là où ils étaient, là ils ne sont plus rien, ils sont que demandeurs d'asile, très isolés donc, et en plus une identité qui est très négative. Il fut un temps, moi je suis brésilienne, du temps des dictatures, et ça revient d'ailleurs, vous allez commencer à voir des Brésiliens demandeurs d'asile bientôt. C'était très, très positif, cette demande d'asile, parce que c'était des gens qui étaient, les demandeurs d'asile de cette Amérique du Sud des années 60, enfin 70, c'était une identité un peu positive, c'était des résistants, des braves gens, etc. Et là, non, c'est des profiteurs, c'est un peu ce qui va leur coller plus à la peau, et qui sont en train de mentir, c'est des menteurs. Donc vous voyez que c'est quand même difficile. Alors essayez de leur proposer par les activités, par le faire significatif, d'autres supports identitaires que celui-là, c'est intéressant. D'aller à la médiathèque, être lecteur comme tous les lecteurs, d'aller à la piscine et de nager comme tout le monde qui nage, ça leur permet, je donne des petits exemples comme ça, des actions qu'on a mis en place avec les ergothérapeutes pour travailler sur cet étayage-là qui ne se base pas sur le fait qu'ils ont ou non un trouble psychiatrique. Si jamais on commence à voir qu'il y a quelque chose qui nécessiterait une prise en charge par le CMP, il y a une orientation, donc on en a fait certaines. Mais l'idée, c'est cette fonction étayage. Et on est au milieu du gué là maintenant, on commence à sortir le nez du guidon pour analyser un peu essayer de mettre en forme un peu ce travail pour pouvoir en parler un petit peu mieux que ce que je fais aujourd'hui en 5 minutes. Ça va ? Avant de vous passer la parole, la question du rapport entre les EMPP et les lieux de rencontre de migrants est assez cruciale. Pour rebondir sur ce que disait Anna, on essaye, par exemple, de mettre en place un accès à la culture
et pour des gens qui viennent d'Érythrée, d'Éthiopie ou d'ailleurs, de leur proposer, en accord avec grâce à un partenariat avec le Louvre, de leur proposer d'aller voir des œuvres principales du Louvre. Et ils écarquillent des yeux devant la Joconde, hein, évidemment, ou d'autres choses. On pensait aussi au musée, au musée des costumes, qui serait assez intéressant de promouvoir comme médiation de relations avec eux. Toujours est-il qu'on a doublé, comme je vous le disais en introduction, notre file active parce que les centres nous demandent, les centres nous appellent, que ce soit des centres d'hébergement, on va dire, semi-durables, où il reste plusieurs mois, au KS, je sais qu'ici, il y en a certains qui travaillent dans les KS. Les CADA, on y va un peu moins, puisque, référence à la première table ronde, on considère que c'est un domicile et qu'on a déjà, nous, à prioriser ceux qui sont sans domicile. Donc, sur les CADA, on n'y va pas trop. Et on se rend compte quand même qu'au-delà du simple fait de la souffrance psychique simple, il y a aussi des troubles mentaux. Il y a des psychotiques, bien sûr, mais il y a surtout des états dépressifs majeurs, il y a des états anxieux très importants, et puis des états post-traumatiques que maintenant, avec le recul, on peut commencer à caractériser, qui sont des états post-traumatiques complexes, et ce n'est pas avec un entretien de 15 minutes que l'on peut les aider. Donc vraiment, il faut arriver à mettre en place un suivi. L'autre question, c'est la question de l'interprétariat. On l'a évoqué ce matin à l'introduction. Comment travailler avec les interprètes, des sortes d'analyse de pratique avec les interprètes. On a essayé de mettre ça en place. Ils sont presque plus près de fonctions de médiateurs santé-père que de simples traducteurs. Et ça, c'est assez intéressant de travailler ça avec eux. Voilà, toutes ces questions sont balbutiantes, puisqu'on commence, contrairement à d'autres structures comme Minkowska, Primo Levi ou d'autres qui ont l'habitude de travailler avec les migrants, eh bien nous, c'est tout frais. Et surtout, on a un délai d'attente pour certains centres qui est celui des EMPP, c'est-à-dire peu de jours, parfois une semaine ou deux, mais on a une réactivité, on l'a pas évoqué ça depuis ce matin, mais la réactivité des EMPP est nettement supérieure à celle des CMP. Mais enfin bon, c'est un autre débat.